Bonjour à toutes et à tous. Donc Olivier Luancy, juste pour me présenter, j'ai l'habitude de dire que j'ai eu jusqu'à présent trois vies professionnelles. J'ai travaillé pour la fonction publique, Commission européenne, Conseil régional, alors pas votre belle région, tout petit peu plus au nord, ça s'appelait le Nord-Pas-de-Calais à l'époque. Et puis j'ai travaillé pour l'État avec deux postes, un qui est assez bling-bling parce qu'il fait très bien sur un CV. J'ai été conseiller à l'Élysée pendant 2 ans et demi, industrie et énergie. Première partie du quinquennat Hollande, et donc avec notamment Arnaud Montebourg et les plans, la naissance du ministère du redressement productif. Et puis une expérience fantastique. J'ai un parcours comme j'ai été à Bruxelles, à Paris, enfin assez international aussi, mais j'ai renoué avec les territoires. Je suis originaire de Savoie et j'ai mis en place pendant l'année 2019, à la demande du Premier ministre Édouard Philippe, la politique territoire d'industrie, qui était donc une brique territoriale de la politique industrielle et qui m'a permis de retrouver, je dirais, du contact avec la réalité. Voilà, ça c'est ma vie de fonctionnaire. J'ai passé 10 ans chez Saint-Gobain aussi, surtout en Europe centrale et orientale. J'ai créé une grosse activité de Saint-Gobain en Roumanie, puis après j'ai supervisé toutes les activités de Saint-Gobain sur une douzaine de pays, à partir de la Pologne, les pays de l'ex-bloc soviétique qui ont rejoint ou qui vont rejoindre, parce qu'il y avait la Serbie dedans, l'Union européenne. Et puis depuis quelques années, je fais du conseil, d'abord dans la digitalisation des entreprises industrielles, et puis aujourd'hui sur des politiques industrielles où j'accompagne le gouvernement, Bercy, des conseils régionaux, et puis des entreprises aussi, par rapport à ce qui est en train d'arriver dans l'industrie. Alors, j'aime bien, c'est peut-être à cause de mon passage chez Saint-Gobain, vous savez, 350 ans d'histoire, ça marque, faire un petit recul historique sur l'industrie. Là, vous avez les courbes de l'emploi en France. Alors, les secteurs primaires, secondaires, tertiaires ont été inventés juste après la Seconde Guerre mondiale, ça tombait bien, ils étaient à peu près équilibrés, un tiers chacun. Et puis, on voit très clairement les évolutions. La première évolution, c'est la modernisation de l'agriculture. 30% de la population active après la Seconde Guerre mondiale, moins de 3% aujourd'hui. On ne produit pas moins, on produit plus, même si notre balance commerciale agricole est devenue négative récemment. Mais tout ça, c'est les effets, enfin cette baisse-là, c'est les effets de la productivité agricole. Et en fait, le même mouvement s'est mis en route à partir de 75, c'est la petite courbe plutôt rose-rouge. Ce qui est au-dessus entre la courbe rose et la courbe très foncée, c'est la construction. Et donc, la partie, l'industrie a subi la même transformation, en tous les cas en tendance, à partir de 75, avec à peu près la même vitesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire deux choses. Dedans, il y a gain de productivité dans notre désindustrialisation. Il n'y a pas que de la délocalisation, même si on aime bien le stigmatiser. Donc il y a un mouvement économique normal de gain de productivité, il ne faut pas l'oublier. Et puis il y a aussi un deuxième effet qui doit nous faire réfléchir encore plus aujourd'hui, et je reviendrai fréquemment dessus. La modernisation de l'agriculture a donné lieu à l'exode rural, phénomène extrêmement transformant sur nos territoires, avec un certain nombre de villages qui sont devenus des villages musées quand on veut être gentil, des villages morts quand on veut être un peu plus réaliste. Et l'effet de la transformation de l'industrie est en train d'avoir un impact transformant sur notre aménagement du territoire, à peu près équivalent. Encore une fois, les chiffres sont similaires, la vitesse est similaire. Mais ce n'est pas les territoires les plus ruraux qui sont touchés, c'est les villes moyennes. Puisque une industrie, quand on regarde globalement, alors, elle était très installée dans 75 autour des métropoles, mais en termes d'aménagement du territoire, un site industriel, il y a des industriels qui témoigneront tout à l'heure, ils me diront s'ils sont d'accord ou pas avec ma lecture, c'est l'avantage de ces échanges. Une industrie, quand vous avez par exemple une usine de 150-200 personnes, vous avez besoin d'un bassin d'emploi autour. Et donc vous ne pouvez pas vous installer vraiment en territoire purement rural. La ville moyenne vous offre ce bassin d'emploi, elle vous offre un certain niveau de formation, de qualité de vie, et puis surtout elle vous évite, contrairement aux grandes métropoles françaises, un phénomène d'étalement urbain extrêmement rapide, et donc vous offre une stabilité. On a nombre d'usines aux côtés des métropoles qui se sont retrouvées en concurrence avec des zones résidentielles ou des centres commerciaux en termes d'occupation des sols. Et alors là, je peux vous dire que l'industrie perd à chaque fois, ce qui est extrêmement perturbant quand vous devez déplacer ou vous êtes sous des contraintes foncières pour votre activité économique par rapport à d'autres objets d'occupation foncière.
Voilà, donc la ville moyenne est quand même le lieu de développement principal, de tous les cas. Puis réciproquement, hein, c'est ce qui donne, l'industrie donne de la valeur ajoutée à la ville moyenne. Et donc on met sans doute, et on peut avoir une lecture politique sur les gilets jaunes. Il y a plein de lectures politiques et je ne m'engagerai pas à faire une lecture exhaustive, mais une partie, à mon avis, du mouvement des gilets jaunes est aussi liée à cette désindustrialisation, cette perte de valeur économique dans les villes moyennes et de déconnexion avec le récit économique national qui s'est concentré sur les services, donc les services à haute valeur ajoutée, donc les métropoles. Alors on a de la chance d'avoir des très belles métropoles régionales. Le Royaume-Uni ne l'a pas. Politiquement, encore une fois, je fais un lien, ça explique peut-être aussi le vote du Brexit. Hein. Regardez les cartes de vote pour le Brexit au Royaume-Uni. Mais nos villes moyennes ont beaucoup souffert. Là, vous avez la carte, hein, les grandes courbes macroéconomiques, c'est super pour faire des analyses un peu hélicoptères, mais il faut rattacher ça à une réalité territoriale. Et là, vous avez l'évolution de l'emploi industriel entre 1975 et 2014 en France, où on voit cette plaie, hein, cette hémorragie sur la moitié, je dirais nord-est, hein, en étant très très large, du territoire français. Alors, autre élément de témoignage, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler, j'ai eu la chance à la fois d'être à côté de territoire, mais aussi d'être au centre du pouvoir en France et à Bruxelles. Cette réalité territoriale a été, on a fait une forme de tabou, hein. On n'a pas voulu la reconnaître dans nos décideurs politiques. On était les yeux fixés sur la société de la connaissance, la tertiarisation de notre économie, et quelque part la prise en compte de cette souffrance territoriale a fait l'objet d'un déni collectif qui aujourd'hui nous saute au visage. Et je suis prêt à parier, d'ailleurs je ne prends pas beaucoup de risques, en 2022, pendant les campagnes, vous entendrez beaucoup parler de territoire, la République des territoires de Xavier Bertrand, je crois qu'il est passé il y a quelques jours ici. La dernière annonce de politique industrielle faite à Global Industrie était pour une rallonge de l'enveloppe territoire d'industrie, pas sur les filières, pas sur les grands projets d'avenir, mais sur les territoires. Ça date de lundi, Castex. Voilà. Donc je pense que c'est un peu un sujet qui a maintenant sauté au visage de nos politiques. On a des belles métropoles régionales, mais on a oublié les villes moyennes et ça va se rappeler. Est-ce que la désindustrialisation qu'on a vécue était évitable? Est-ce que c'était une fatalité? La réponse est oui. Alors, quand on repart des chocs pétroliers 75, on va oublier parce que ça a été un tel changement brutal dans l'économie que je dirais de 75 à 80, avec l'augmentation du prix de l'énergie, il y a eu naturellement une sorte de purge sur la partie industrielle parce qu'elle n'était pas compétitive dans le nouvel environnement. Mais si on regarde la partie plus récente, et je vais partir de 90, chute du mur de Berlin et la comparaison classique France-Allemagne. D'abord, pendant 5 ans, l'Allemagne a digéré l'Allemagne de l'Est. C'est la courbe haute, la descente de la courbe allemande en termes d'emploi, c'est en fait la restructuration de l'industrie de l'Allemagne de l'Est. Ça s'est fait très très vite. Hein, j'ai passé beaucoup de temps dans les pays d'Europe centrale. Une transition en Pologne ou en Roumanie, c'est 20 ou 30 ans. L'Allemagne a fait sa transition économique avec tous les moyens de l'Allemagne de l'Ouest en 5 ou 10 ans. Donc en 5 ans, ils ont restructuré l'économie. Le reste de la décennie 90, la France et l'Allemagne étaient à peu près stables en termes de production industrielle. Mais c'est une décennie, surtout la fin de les années 90, où en France, on a mis en mouvement quelque chose de collectif que je n'arrive pas à m'expliquer. On a fait des recherches, cet ouvrage, L'Écho, écrit avec une jeune thésarde, on a fait des recherches. On ne comprend pas pourquoi la France, à la fin des années 90, a décidé de faire une deuxième phase de désindustrialisation, que vous voyez là sur la courbe. Notre valeur ajoutée industrielle est passée de 2 fois moins que celle de l'Allemagne à 3 fois moins. Dans les fins des années 90, la valeur ajoutée de l'industrie française, c'était 2 fois moins que l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est 3 fois moins. Et cette phase-là a été aussi violente, aussi rapide que les premières phases de désindustrialisation. Voilà. Alors, est-ce que c'est un mouvement collectif, hein? Vous vous souvenez tous de la parole de Serge Turup, des groupes industriels sans usine. Est-ce que c'est une vision complètement erronée de la société de la connaissance? Est-ce que c'est des équations politiques, mais alors lesquelles on n'arrive pas à les comprendre? En tous les cas, on a énormément désindustrialisé en France et on reste marqué par ça. Alors, aujourd'hui, on est dans une phase un peu particulière où tout le monde parle de l'industrie et depuis 10 ans, on a stabilisé notre industrie. Alors, on peut s'en glorifier, c'est super. On ne désindustrialise plus en France. Mais aussi la réalité, c'est qu'on est à un niveau très très bas. On est, alors depuis la sortie du Royaume-Uni,
Et si j'enlève Malte et Luxembourg, qui ont des économies un peu particulières, que vous comprendrez bien en Europe, on fait partie des pays les plus désindustrialisés d'Europe. Donc on a stabilisé notre situation, mais à un niveau très très faible. Et il y a plusieurs raisons à ça qu'on va explorer, en tous les cas à la fin. Il y en a une, c'est que je pense qu'on n'a jamais expliqué collectivement à quoi servait une industrie dans un pays, depuis 10 ans, 20 ans ou 30 ans. C'est bien de dire vive l'industrie, mais si vous n'expliquez pas aux citoyens pourquoi il faut baisser les impôts de production plutôt que baisser la TVA, à un moment donné, ça bloque politiquement. Et cette explication à quoi sert l'industrie dans un pays n'a pas été faite. La thèse qu'on défend dans ce livre, elle est assez simple, il y en a deux. Il y a deux raisons fondamentales. Une, je dirais en écho des Gilets jaunes, l'industrie apporte de la valeur ajoutée auprès des villes moyennes qui ne peuvent pas simplement survivre par des transferts de richesses par les métropoles. Ce n'est pas un modèle durable. Et donc, il faut que nos territoires génèrent de la valeur ajoutée de manière autonome, aient des emplois qualifiés, connectés avec le digital, connectés avec la mondialisation. Et l'industrie est une manière d'apporter ce type d'emploi, ce type d'emploi pérenne, bien rémunéré, auprès des territoires. Donc, un objectif de cohésion. Et puis le deuxième qui nous a sauté au visage, à nous aussi, hein, je me dis de temps en temps, on me dit que je suis un expert en industrie, la question de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement, vous trouverez peut-être un paragraphe, 3 lignes dans le bouquin qui a été écrit avant la crise du Covid. Aujourd'hui, je dirais, c'est le cœur de mon activité, ça nous a tous sauté au visage. On a tous été naïfs sur le fait qu'on pensait que les biens et les technologies circulaient librement dans le monde et que la route de la soie ne serait jamais interrompue. Aujourd'hui, on a bien compris qu'on avait été trop loin dans cette logique, beaucoup trop naïf, et qu'on a un vrai sujet de sécurisation. L'industrie, c'est aussi un outil de souveraineté économique. Donc, il faut commencer par la base, expliquer pourquoi l'industrie c'est indépendant. On ne fait pas de l'industrie pour de l'industrie. On ne relocalise pas pour relocaliser, ça n'a pas de sens. On le fait parce que ça répond à un objectif collectif d'une économie et d'un de nos enjeux. Alors, ça c'est un peu pour le cadre global. Ça a donné quand même lieu depuis quelques années à un mouvement énorme autour de l'industrie, un peu brouillon, hein. C'est un peu le message que je veux dire, c'est quels sont les grands objectifs de nos politiques industrielles. C'était absolument clair, Pompidou, De Gaulle, reconquête d'une souveraineté industrielle et technologique. Les programmes électronucléaires ont été faits pour récupérer la technologie nucléaire qui était une technologie américaine. Airbus, c'était pas Airbus, c'était la Caravelle au départ, pour reconquérir une capacité de voler ou d'atteindre l'espace avec Ariane pour se prendre de l'indépendance vis-à-vis des États-Unis. L'objectif était absolument clair. On n'a pas réénoncé cet objectif, même s'il y a un mouvement assez impressionnant. Et aujourd'hui, alors là je vous ai listé quelques initiatives hein, qui ont eu lieu, 30% du plan France Relance est sur l'industrie, ce qui est quand même extraordinaire. Hein. Dans les 40 ans derniers, dans les plans de relance ou d'accompagnement public, vous n'avez jamais vu un tel ratio qui avait été donné à l'époque. Et puis un mot total qui est sorti, qui est le mot relocalisation, que j'utilise beaucoup, qui est un mot qui est devenu, je dirais, un emblème politique, symbolique de l'industrie, du renouveau de l'industrie. Alors je l'utilise parce que c'est super sympa, ça parle à tout le monde. Relativiser, enfin il faut le relativiser. Si on regarde un peu la potentielle, c'est 1/3 de notre réindustrialisation qui peut venir de la relocalisation. 2/3 viendront des nouvelles filières, l'hydrogène, le véhicule électrique, etc. Et c'est pour ça qu'il y a eu tout un débat de tribunes, sur notamment une qui a été écrite par une très brillante économiste, c'est la relocalisation, une fausse bonne idée. Économiquement, elle n'a pas le tort. Politiquement, c'est pas ce qui est passé. Voilà. Donc, on va tous parler de relocalisation pour parler de réindustrialisation, mais c'est déjà super parce qu'on a un mot commun qui permet de mobiliser les énergies. Encore une fois, pour bouger un collectif, ça s'appelle de la politique, il faut quelques symboles, et ça, c'en est devenu un. Mais entre nous, sachons le relativiser. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie aujourd'hui? Quels sont les grands vecteurs de transformation? Le premier, c'est la digitalisation. Honnêtement, je pourrais presque effacer ce slide parce que vous devriez le connaître, je suis un peu taquin. 90%, plus de 90% des entreprises industrielles déclarent avoir commencé leur transition digitale. C'est un mouvement long, hein. Alors c'est pour ça que le slide a quand même, la diapositive a quand même du sens. Ça a commencé par des briques technologiques qu'on pouvait mettre dans les process pour gagner de la productivité. 20% de productivité, hein. Quand il y a 4 ou 5 ans, j'accompagnais des entreprises industrielles, une feuille de route digitale. Sur l'aspect production, hein, pas relation client, vous pouvez gagner à peu près 20% de productivité. Vous ne le faites pas, vous êtes mort à 5 ou 10 ans.
je le dis de manière assez provoque et cash, mais vous perdez 20% de productivité par rapport aux concurrents, vous oubliez. Je ne vous donne pas très longtemps à survivre dans un monde qui reste concurrentiel. Hein. Le monde d'après, il aura peut-être beaucoup changé, mais jusqu'à présent, on n'a pas changé la règle économique de la concurrence. Ça, c'est parti. Gain de productivité. Après, on s'est rendu compte avec le digital qu'on pouvait commencer à mettre des services au-dessus des biens industriels. Hein. Donc, c'était un peu des verrues de services qu'on pouvait mettre. Et aujourd'hui, ce qu'on voit émerger, c'est plein de produits qui sont nativement connectés ou qui offrent des services. C'est la balance pour se peser qui est connectée, c'est la voiture connectée si on le prend emblématique, ce qui est vraiment le produit le plus phare de ce dispositif-là. C'est la trottinette que vous louez pour 15 minutes qui ne fonctionne que parce qu'elle est nativement connectée à un dispositif qui permet de la géolocaliser et de vous permettre de payer. Donc on voit aujourd'hui une phosphorescence de plein de produits. J'ai mis plein de petits points parce qu'il y en a plein qui vont mourir, 9 sur 10. Mais c'est pas grave, on est dans une phase d'explosion de produits qui sont de solutions qui sont des couples produits-services. Et ce qu'on disait, c'est qu'à terme, ça a vocation à renouveler une chaîne de valeur. Quand votre solution dépend que de 50% d'un produit et 50% d'un service, ce qui est quand même le modèle de référence, hein, gardez ce chiffre en tête. Carlos Ghosn, à qui il est arrivé d'autres malheurs, mais qui reste à mes yeux un industriel visionnaire, avait dit lors d'un dernier salon Loto, où il était patron de Renault à la sortie, voilà, à terme, une boîte automobile, c'est 50% de services, 50% de voitures, de produits. Et donc, dans cette nouvelle chaîne de valeur, vous allez pouvoir, on peut imaginer, et c'est ce qu'on imaginait, qui est en train d'accélérer par la crise, des relocalisations de production. Si votre produit coûte 10 ou 20% plus cher fabriqué en Europe qu'en Chine, mais qui compte plus que 50% de la valeur de votre produit final, ben, l'écart de compétitivité, il est un peu plus absorbable par d'autres choses. Donc on s'imaginait que ces types d'évolution, de même que l'impression 3D, amèneraient à terme, mais pas tout de suite, des évolutions des chaînes de valeur de production industrielle. Deuxième sujet qui nous a sauté au visage, encore une fois, je pèse mes mots, c'est les crises d'approvisionnement. Le fait que finalement on avait tendu au maximum nos chaînes logistiques, avec une sorte de folie pour le dernier centime, hein, qu'on allait chercher, quitte à se faire fournir aux quatre coins de la planète par un seul fournisseur pour l'ensemble d'un secteur économique. Hein. On a des situations comme ça, y compris dans la pharma, on a fait des études pour la pharma. On est subjugué de temps en temps de ce qu'on retrouve, de ces résultats de la course au moindre centime d'euro. Donc il y a un certain nombre d'études qui existent au niveau national, et puis le deuxième message, je parlerai plutôt là-dessus de l'enjeu pour les PMI et les ETI. Au niveau national, on a référencé, on est 2 cabinets à l'avoir fait, donc on croise nos résultats, ils sont à peu près cohérents. On a balayé l'ensemble des importations françaises et on considère qu'il y a à peu près 100 milliards d'euros d'importations qu'on peut qualifier de stratégiques. C'est-à-dire qu'ils posent une vraie question par rapport aux stratégies des entreprises ou de l'industrie française. Type de question que ça pose, sécurité d'approvisionnement évident, c'est le cas classique qu'on voit aujourd'hui, par exemple sur les puces électroniques. Mais il y a d'autres questions stratégiques qui se posent, comme par exemple les stratégies de développement durable, qui deviennent absolument clés dans la manière dont les grandes entreprises, les grands donneurs d'ordre sont en train de passer leurs achats. Le bilan carbone par exemple, mais pas seulement. Donc quand on fait cet inventaire-là, et les inventaires se recoupent beaucoup, pour une fois, prenez ce chiffre, il y a à peu près 100 milliards d'importations, on a sans doute été un peu trop loin, enfin même vraiment été un peu trop loin, et donc qui donne un potentiel de relocalisation. On ne va pas tout relocaliser, encore une fois, une relocalisation, on ne relocalise pas pour relocaliser, il faut qu'il y ait un sens économique, qui peut impliquer de l'environnement hein, aussi, donc quelque chose qui s'appelle le coût complet. Et on pense qu'on peut relocaliser à peu près 20 à 25% de ces importations stratégiques. Ça fait quand même 20-30 milliards d'euros supplémentaires de chiffre d'affaires pour l'industrie française. Ça fait à peu près 10 milliards d'euros de valeur ajoutée. Et comme c'est des grands chiffres, juste pour traduire ça en emploi, c'est 100 000 emplois directs. Voilà. C'est à peu près ça le poids où on allait trop loin en délocalisation d'objets stratégiques. Petite parenthèse là, j'essaye de faire passer ce message de partout. On a un plan de France Relance qui aide l'offre, qui aide les entreprises, parce que ça, l'État le sait faire. Mais quelque part, et je reviens sur le motto, on ne relocalise pas pour relocaliser, on relocalise pour répondre à une demande. Je passe le message, je trouve qu'il y a un point très faible dans notre démarche collective,
c'est comment on stimule la demande pour le Made in France. Quel que soit son motif, il faut qu'il ait une rationalité. Hein. Ce n'est pas un mouvement irrationnel. Il peut être marketing dans le cosmétique, il peut être sur le coût complet, il peut être sur la sécurité d'approvisionnement, sur l'environnement. Il faut lui trouver une rationalité, mais on ne travaille pas sur la demande. C'est ce que je dis à Bercy. Vous avez la main droite, vous aidez l'offre, et c'est super, il faut le faire. Hein. Je suis ravi pour ceux d'entre vous qui ont eu des subventions et qui ont pu développer leur outil productif. Mais si vous n'avez pas des commandes de gens qui sont prêts à acheter votre produit Made in France, l'exercice sera bon. Et on ne travaille pas assez sur ce deuxième pilier-là. Alors ça m'amène à un exercice qu'on fait sur les sécurités d'approvisionnement. On parle naturellement des grands groupes, des grands donneurs d'ordre. On a travaillé avec 40 directeurs d'achat, on va dire du CAC 40 ou du SBF 120 pour faire ces études. C'est aussi un sujet pour les PMI et les ETI. Et on est capable d'accompagner avec les conseils régionaux les PMI et les ETI pour faire une cartographie de leur risque d'approvisionnement. Oula, s'il ne reste plus que 5 minutes, je suis mort. La cartographie des risques d'approvisionnement et de leur donner, je dirais, un outil d'analyse de risque aussi performant que ceux qu'ont les grands groupes. C'est des choses qu'on sait faire. Alors avec l'intelligence artificielle, j'ai une 50aine d'années, c'est la première fois que je fais un produit qui est estampillé intelligence artificielle. Mais globalement, en crunchant, en prenant de la donnée, en la traitant, on arrive à faire ces produits-là pour des sommes très modiques. Hop là. Je vais avancer sur la troisième transition dont on parle beaucoup, la transition écologique. Je suis très prudent sur le sujet, c'est-à-dire quand je discute avec des industriels, autant le digital, maintenant on sait faire. Vous prenez un consultant, pas nécessairement moi, mais ou vous le faites chez vous, vous faites une feuille de route de transformation digitale d'une entreprise industrielle, on sait faire. La feuille de route d'une transformation développement durable ou écologique d'une entreprise industrielle, c'est plus compliqué, on ne sait pas très bien faire aujourd'hui. Deux raisons à ça, fondamentales. Un, ce n'est pas une transition, mais c'est 5 ou 6 transitions. Est-ce que vous visez la décarbonation? Est-ce que vous visez l'économie circulaire, le zéro déchet, la biodiversité ou autre chose? Il faut que vous choisissiez votre combat. Je ne connais pas d'entreprise industrielle, même les plus grosses, qui puissent faire 5 ou 6 transformations comme ça en parallèle. C'est lourd, ça demande de l'énergie, ça fait des projets, ça fait des investissements. Donc d'abord, choisissez votre combat. Et ça, c'est pas évident, hein, parce qu'on est sollicité de tous les côtés. Hein. Puis si vous ne faites pas bien d'un côté, on vous le reproche, même si vous faites très bien de l'autre côté. Donc choisissez vos combats, numéro 1, jamais facile. Deuxième sujet, contrairement à la transformation digitale, si je prends que la partie production, hein, même pas la partie commerce, relation client, ça vous rapporte 20% de productivité. Cette valeur ajoutée, vous pouvez la partager entre vous, l'entreprise qui met en œuvre, celle qui va gérer vos données, celle qui vous vend des robots. Et ce qu'on a constaté sur cette transition digitale, c'est que la répartition de la valeur ajoutée créée, elle était assez équilibrée. On a craint à un moment donné qu'il y ait des GAFA du digital industriel qui captent tout. C'est pas arrivé encore. Donc globalement, tout le monde y gagne. Et ça, c'est un super moteur. Hein. En environnement, il y a ceux qui payent et ceux qui gagnent. Il y a ceux qui offrent des solutions et ceux qui doivent payer des investissements non productifs pour respecter une norme. Et ça, c'est une barrière très compliquée à faire franchir et qui a un vrai frein à la diffusion de cette transition écologique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la faire, hein. Je dis simplement que sur les modalités opérationnelles, il y a un des choix des combats parmi 5 ou 6, plus il y a ceux qui gagnent et ceux qui y perdent financièrement. Et ça, c'est assez dit, contrairement à la transformation digitale. Donc c'est un vrai sujet, et on le voit bien quand l'État a fait son appel d'offres sur la décarbonation de l'industrie, il a mis très très longtemps à démarrer, alors que la digitalisation, ils ont été débordés. Parce que les projets ne sont pas mûrs dans les entreprises industrielles aujourd'hui, notamment à cause de ces deux éléments fondamentaux que je vous cite. Troisième ou quatrième sujet de transformation, il y en a plein, et c'est justement une des difficultés que rencontrent les chefs d'entreprise. Aller vers des solutions, l'économie de la fonctionnalité. Alors là aussi, j'essaye de le raccrocher à un fait économique fondamental, qui est celui de la baisse ou de la stagnation du pouvoir d'achat. On dit souvent, l'économie de la fonctionnalité, c'est super, c'est le sens global de la société, les jeunes ne veulent plus posséder. Ok, très bien. Mon avis, c'est que là-dessus, il faut trouver un peu les rationnels, qui sont, c'est pas simplement un rêve en l'air. Et un des rationnels qu'on a derrière l'économie de la fonctionnalité, je pense, c'est stagnation du pouvoir d'achat. Et donc, au lieu d'acheter une bagnole parce qu'on n'a pas l'argent pour la deuxième voiture dans un ménage, on se fait
Alors quand on est en milieu urbain, une location, d'abord un leasing évidemment, parce qu'on n'a pas le capital pour acheter la deuxième voiture, etc. Donc derrière cette stagnation du pouvoir d'achat, je pense qu'il y a un des moteurs essentiels de cette économie de la fonctionnalité, qui est sans doute plus large en termes d'évolution. Et puis il y a plein d'autres sujets qui percutent les vies industrielles, l'innovation de rupture, les start-up industrielles qui sont en train d'arriver. Elles ont mis longtemps à arriver, elles sont en train d'arriver. Et donc qui va perturber pas mal de gens. Regardez comment l'industrie du divertissement, l'industrie du loisir a été complètement percutée par des startups qui sont devenus des géants. Donc ça, c'est aussi un sujet de veille qu'il doit y avoir. L'usine qui s'ouvre, l'usine a été un lieu fermé de combat social pendant le 19e. Elle s'ouvre à ses clients, à ses fournisseurs, à son écosystème territorial. Elle a besoin de s'ouvrir pour être attractive aux jeunes talents, montrer que les conditions de travail dans l'usine ne sont plus celles de l'image d'Épinal. Ça, c'est un message que j'essaie de passer très fort auprès des chefs d'entreprise. Faites des journées portes ouvertes, ouvrez vos entreprises, sinon on ne raméliorera pas l'attractivité des métiers industriels. Tant que c'est une boîte noire, on continuera à se développer des mythes sur l'industrie de Zola ou de Dickens. Voilà. Données et propriété intellectuelle. Les industriels savent gérer la matière et l'énergie. On leur demande maintenant de gérer des données. C'est un monde sans foi ni loi. Il n'y a pas d'assurance qualité sur un logiciel. Tout industriel, c'est quand il met un produit sur le marché, il est responsable de sa qualité. Vous achetez un logiciel, il n'y a pas zéro, je dis bien, réglementation qui vous assure qu'il marche. Juste pour vous donner un exemple de ce monde sans foi ni loi de la donnée. Et puis, on a à titre personnel nos données personnelles qui sont utilisées pour faire plein de choses où on a cliqué, on n'a pas vu la petite condition. Donc ça, c'est un véritable sujet. Et dans vos données, vous avez une bonne partie de votre savoir-faire, de votre propriété intellectuelle. Un seul exemple de lundi, de hier, une start-up française, Ledger, qui fait de la cybersécurité. Elle faisait produire ses cartes électroniques en Chine, elle les rapatrie en France. Le motif, c'est que le gouvernement chinois considère que la cybersécurité, c'est un objet dual, militaire, civil, et lui a demandé d'avoir les accès au code source. Accès à la donnée. Encore une fois, une illustration peut-être un peu provocante, mais juste pour vous dire, il y a un vrai enjeu pour les industriels là-dessus. L'évolution des compétences, grand sujet, tout le monde en parle, je pourrais en parler pendant des heures, je m'arrête là. Et puis attendre des consommateurs vers le Made in France, qui à mon avis est un facteur, ou du moins la production locale, qui est un facteur absolument clé d'identification. Je vais finir là-dessus, exposer le temps, je suis sûr. Quels sont les axes que vous verrez, à mon avis, émerger dans les prochains mois de la part des politiques publiques auxquelles on va s'inscrire? La compétitivité, ça reste la base. Il y a peut-être le monde d'après, mais on n'a pas changé le fait qu'on est dans une économie de marché. Vous n'êtes pas compétitif, vous êtes en dehors du marché. C'est quand même la base, rappelons-le simplement. 2, les territoires, absolument clés sur les politiques industrielles. Encore une fois, il y a un enjeu de cohésion, il y a un enjeu de souveraineté derrière l'industrie, c'est-à-dire les territoires sont une des cibles principales d'une politique industrielle vue comme un outil de cohésion nationale. Avec un grand enjeu, c'est qu'il faudrait que la fonction publique centrale dans laquelle j'ai pas mal travaillé ait un peu plus confiance dans les territoires. Donc on n'aura pas recréé cette confiance-là, on aura du mal, et une fois qu'on aura cette confiance, on sait comment le faire. Après, les territoires doivent se prendre en main, je ne vais pas refaire tout le déus des territoires d'industrie, mais là-dessus, il y a souveraineté économique, j'en ai parlé. 2 autres sujets qui me semblent clés. Financement. Les entreprises françaises, y compris industrielles, se financent par la dette. C'est peut-être pour ça qu'on a des super banques. Mais on se finance à 60% par la dette, à 40% en fonds propres. La moyenne européenne, c'est 50-50. Aux États-Unis, c'est 25% de dette, 75% de fonds propres. Vous comprenez pourquoi les boîtes américaines sont encore plus prêtes à prendre des risques. Parce que les gens qui ont mis de l'argent dedans sont là pour prendre du risque. Le banquier, il est là pour être remboursé. C'est un mal endémique en France et qui est complètement paradoxal parce que les Français ont de l'argent. 5 500 milliards d'économies, 1 750 milliards mis en assurance vie, qui sont souvent recyclés dans des fonds de fonds, qui finissent dans des fonds internationaux et qui redescendent en France sur un investissement industriel ou autre. Donc je ne dis pas que la boucle n'est pas bouclée, qu'on n'en a pas pour notre argent. Simplement, en chemin, on a perdu toute notion de gouvernance et de valeur qu'on pouvait avoir en lien avec notre pays ou la façon dont on veut vivre. Bon, donc là, il y a sans doute quelque chose à faire. Il faut 50 milliards. Sur 1 750 milliards d'assurance vie, on n'est pas capable de flécher 50 milliards directement sur notre économie. C'est quand même
enfin assez paradoxal, et ça va bien falloir faire péter le barrage à un moment donné. Naturellement, il y a derrière des intérêts, vous en doutez. Et puis dernier point, et je m'arrête, je vois que c'est les écosystèmes. Quand on collabore aujourd'hui, on collabore, par exemple, je vais prendre les CCI ou les filières, c'est des outils de collaboration qui ont été inventés. Alors les CCI modernes, c'est 1889 de mémoire, même si la première CCI marseillaise est de 1500. Les filières sont nées après la Seconde Guerre mondiale, surtout par les filières agroalimentaires, et puis se sont diversifiées sur l'ensemble. Mais c'est des outils, encore une fois, un peu critiques, un peu cash. C'est utile, hein, je ne dis pas que ce n'est pas utile, mais aujourd'hui on a d'autres outils de collaboration, et notamment des collaborations digitales. Je recommande véritablement aux agences, aux industriels, de monter des réseaux sociaux de chefs d'entreprise autour de projets et qu'ils commencent à collaborer et faire collaborer leurs collaborateurs à travers ces outils-là. On le fait à titre perso sur des réseaux WhatsApp, LinkedIn, mais on le fait très peu à titre professionnel, y compris notamment dans les pays. Et ce nouveau moyen de collaboration est un gain de productivité, d'efficacité, de résilience énorme. C'est de la compétitivité hors coût. Il y a une nouvelle manière de collaborer entre les entreprises, territorialement, thématiquement, à mettre en place pour aller choper l'efficacité de ces nouveaux outils. Voilà. J'en ai fini. Je suis sûr que... Excusez mon débordement de temps, mais c'est la passion qui a parlé. Le temps est une chose, mais on avait quand même 5 minutes, on a mis 5 minutes de côté. Hein. Ça pouvait déborder un peu, il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez envie de poser une question, une remarque par rapport à l'exposé d'Olivier Luanzi? Moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. Recréer de l'activité industrielle en France, sur le territoire. Un tiers qui pourrait éventuellement passer par de la relocalisation. Mais on voit bien que le levier, c'est plutôt sur les nouvelles activités, les nouvelles filières, si on arrive à créer des nouvelles filières. Quel type d'activité vous vient dans l'esprit qui pourrait être l'économie d'aujourd'hui, mais surtout de demain, et qui pourrait alimenter notre tissu industriel? C'est un vrai sujet d'expert sur lequel ma propre expertise assez limite. Je renverrai au document de référence aujourd'hui qui est partagé, qui est celui du rapport d'Hypotier, 22 filières d'avenir. Il y en a 10 sur lesquelles, alors c'est Potier, le patron, le CEO d'Air Liquide, hein, excusez-moi si, voilà, il s'est entouré d'experts. Rapport avant crise 2019, donc 22 filières, 22 thématiques, le bâtiment innovant, les matériaux biosourcés, l'hydrogène naturellement, la mobilité durable. Vous retrouvez un certain nombre de sujets qu'on trouve dans les journaux, hein, dans les médias. Analysés, et juste pour vous donner une clé d'analyse, ils les ont séparés en deux sous-ensembles. Il y a 10 filières sur lesquelles ils considèrent que la France a le bagage technologique et d'innovation pour être un leader mondial dans le sujet, et 12 filières sur lesquelles il faudrait qu'on mette un petit coup de rein en termes de R&D, et notamment c'est une incitation vis-à-vis de la R&D publique, justement pour atteindre ce niveau et pouvoir se positionner sur les marchés à venir. Alors après, il y a d'autres critères plus fins hein, de segmentation. Mais voilà, donc je vous renverrai à ce document-là. Et puis bah, on regarde quand même dans une boule de cristal, on a un monde qui est très incertain. Donc là, il y a une partie de risque collectif à prendre. Je pense que le gouvernement prendra sa part prochainement avec l'annonce du plan 2030 en sélectionnant un certain nombre de sujets sur lesquels il faudra mettre les milliards supplémentaires à 2030 qui sont prévus. Merci. Vous avez une question? Oui, bonjour, Franck, aujourd'hui je suis le président du conseil de centre des orthèses à Chalon, mais je suis issu du monde consulaire. Donc je suis croisé les gens, assez ancien à Lille. Je revenais sur ce que vous avez dit à la fin sur les fonds propres, parce que je me suis fait interpeller pourquoi un tel écart se pose avec l'Allemagne. Et quand on voit la stabilité des capitaux, enfin des fonds propres, des EPI allemandes, on n'a pas cette stabilité en France. Et ce qui me choque beaucoup, c'est que les gens qui veulent venir sur l'industrie avec les fonds ont une notion du temps qui n'est pas compatible avec les cycles industriels. Vous ne l'avez pas évoqué, donc peut-être que pour moi, ça donne trop d'importance à ce facteur-là. Et entre autres, j'avais un exemple d'une entreprise importante ici, un grand groupe. Son actionnaire, quand il a repris le capital, c'est un fonds de pension international, il a dit au manager, ce qui m'apporte, moi, c'est que dans 7 ans, je revends avec une plus-value. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Donc le manager, il gérait son entreprise avec un objectif pour satisfaire son actionnaire, qui n'était pas de développer son produit ou d'innover, parce qu'il regardait l'échéance de la plus-value de son actionnaire.
Et ça, je suis étonné toujours de voir que la notion de temps, un investissement industriel, ça prend du temps, un risque, prendre un risque. Alors, on le voit bien en ce moment, les startups. Eh bien, si celui qui finance, exemple, je vais prendre Carvan, une belle boîte qui invente un cœur artificiel en France. Carvan, ça fait 10 ans qu'il nous annonce que ça va sortir. Pour autant, encore une fois, c'est pas encore sur le marché. Il commence simplement à faire son premier chiffre d'affaires au moins 10 ans après l'innovation. Est-ce qu'en France, on n'a pas justement cet oubli que l'industrie a besoin de temps? Alors, à mon avis, notre échec est encore plus large que celui-là. C'est un des aspects que vous mentionnez. On est dans une financiarisation de l'économie. On a choisi un mode via des outils bancaires pour jouer cette carte financiarisation, c'est ce que je vous ai indiqué. On a des grandes banques, on a des énormes collecteurs de notre épargne. Encore une fois, il faut bien la collecter. Ces 1750 milliards d'assurance vie, ils ne tombent pas dans la poche de personne. Et ces gens-là ont joué la carte de la tertiarisation, de la mondialisation, et donc se sont insérés dans une finance internationale et alimentent des fonds anglo-saxons et internationaux qui reviennent de cette manière. C'est-à-dire l'objectif d'un fonds qui est aujourd'hui sans doute le moyen principal de financer l'économie en fonds propres, en tous les cas le moyen montant, est de faire x3 en 4-5 ans. Et à partir de là, le nombre de cas d'entreprises industrielles en difficulté, reprises par un fonds auquel au management on dit vous arrêtez les investissements, le développement, la seule chose que je veux, c'est le l'EBITDA pour avoir mon bon multiple d'EBITDA et faire ma culbute en 3-4 ans, c'est une plaie absolue. Et tant qu'on n'aura pas réinventé du capital lent et, je dirais, véhiculant des valeurs liées à notre économie, à notre réussite nationale, les deux, je vous ai parlé du récit, du choix des secteurs, on n'y arrivera pas. Et c'est à portée de main, encore une fois, ce qui est terrible, c'est que ce n'est pas un problème d'argent. C'est un problème de tuyaux. Je veux dire, on peut se dire, il n'y a pas d'argent. Non, c'est pas vrai, il y a plein d'argent pour investir. Et je suis sûr que si on propose aux Français des produits avec un peu de capital garanti à 80% et défiscalisé pour financer l'outil productif français, ils répondront. Mais personne n'a eu le courage politique de le faire pour aller à l'encontre de nos grands systèmes bancaires ou de collecte de l'épargne. Et là, on aura du capital plus lent. Puis sur le développement de l'industrie en fonds propres, par exemple, il y a un truc qui manque absolument, c'est qu'il y a un mouvement de start-up industriel qui vient. On est quand même dans un univers de disruption technologique et d'innovation qui est clé pour la valeur ajoutée de demain, alors qui est une vraie épée de Damoclès pour ceux qui font la valeur ajoutée d'aujourd'hui, industrielle, mais c'est la vie. Et on trouve, je dirais, du capital pour l'innovation, pour les premières phases. Faites votre proto. On trouve de l'investissement raisonnablement pour faire la première usine, mais pour faire la première ligne pilote, levez-vous bien le matin tôt pour aller chercher les 3-4 millions nécessaires pour faire la première ligne pilote, et vous en avez besoin, c'est un étape indispensable dans un processus de développement industriel, qui n'est pas dans le numérique, pas de chance, eux ils ne l'ont pas. Vous faites une plateforme à 500 000 € de logiciel et vous allez lever là-dessus, sur cette très belle idée, 10 millions, et vous pouvez passer à 5 ou 10 millions d'utilisateurs demain. Vous n'avez pas cette étape intermédiaire. Merci. Monsieur, on a une autre question? Oui, monsieur Thieffin, directeur du DEVECO pour la communauté de communes du district Champagne-Ardenne. Je souhaite participer au comité de programmation pour la construction pour un territoire d'industrie dans le Grand Est en 2019 avec cette fiche-action. Et ma question est la suivante: quel bilan vous tirez de l'efficacité de cette initiative, de la disparité de voiture territoriale, alors que les contraintes se succèdent? M. Castex, effectivement, vient d'annoncer l'élargissement pour un territoire d'industrie, avec les zones gares, les entrées de ville et les quartiers, et qu'il fait suite à Action Cœur de Ville, au PDT RTE et d'autres dispositifs. Alors, j'ai lâché la main au bout d'un an à mon adjoint. Alors, je vous dis juste pourquoi, c'est que ce programme a percuté une façon de faire dans la fonction publique, et j'avais créé, avec le succès qu'il a eu, et j'aurais signé, mais vraiment, j'aurais jamais imaginé qu'il ait autant de succès. Et j'avais créé beaucoup de tensions autour, et donc il fallait relâcher les tensions. Et le fait que je parte et que je passe la main à mon adjoint était une manière de le faire, parce qu'il a été vu, notamment par l'administration de Bercy, comme quelque chose qui n'était pas dans la logique. Et c'est vrai qu'il a perturbé une initiative nationale à vocation territoriale sur des compétences des régions. Donc ça, c'est le premier point, c'était un peu un ovni. Je pense que c'est un vrai succès. Il démontre plusieurs choses. D'abord, le fait que quand on fait confiance au territoire, ils répondent.
Alors de manière hétérogène, il y a toujours 15-20% des territoires qui sont plantés sur territoire d'industrie. On avait réfléchi à les faire sortir du programme, etc. Parce que quand on ne fait pas le boulot, il doit y avoir une sanction. Voilà. Mais globalement, quand on fait confiance aux territoires, ils répondent présent. Ils ont des problèmes de moyens. On a tellement centralisé l'ingénierie, la ressource sur les métropoles que moi j'ai trouvé des territoires en déshérence d'ingénierie de projet. C'est-à-dire, un territoire ne se développera pas s'il ne prend pas en main son projet. Mais on ne fait pas un projet sur une table de bar, quoi. Ça demande de travailler sur des fiches actions, c'est des fois laborieux. Il y a un travail d'animation, de construction de consensus. Et puis quand il y a dissensus, peut-être mettre un projet de côté, ce qui est toujours difficile, choisir c'est renoncer. Donc ça c'est la première leçon. La deuxième leçon que je tire, c'est que finalement l'État est capable d'être agile quand il le veut. On a lancé Territoire d'industrie à 3 personnes. 0 €, on avait l'argent des autres. On avait l'argent de la BPI, de la Banque des Territoires, etc. Et on a réussi à percer. Mais c'est un peu comme Cœur de Ville également. C'est-à-dire que l'État, quand il arrive à miser sur les bons acteurs, peut-être les bonnes personnes, arrive à rentrer en mode projet. Et avec des choses qui sont assez transformantes. Je pense que ça, c'est un super message, même si la mécanique globale de l'État reste extrêmement le rouleau compresseur administratif. Et titre personnel, je pense qu'il y a besoin d'une réforme, pas simplement de texte, mais de culture, de façon. Voilà. L'organisation. Bon, nous allons prendre une dernière question, si ça vous convient. Oui, bonjour, je travaille chez Mannesmann à François. C'est un groupe allemand sidérurgique. J'ai juste un commentaire par rapport au décrochage de la France par rapport à l'Allemagne. C'est sur l'aspect écologique. En fait, 30% des investissements que je manage depuis 10 ans sur le site où je suis sont pour se mettre aux normes écologiques. En Allemagne, quand il y a une loi européenne qu'ils appliquent et qui décline au niveau national, ils n'ont pas obligation de remettre les anciens équipements aux normes qui viennent de sortir. 30% de plus d'investissement a été sur le productif. L'interprétation qu'on fait des textes européens en France est systématiquement plus pénalisante qu'en Allemagne, qu'en Espagne. Toute la chimie partie en Allemagne et en Espagne, on l'a plus en France. Est-ce que politiquement, on s'est posé des questions par rapport à la déclinaison du texte européen? Alors, toujours plus en France. D'abord, je vais juste retenir un point de votre intervention pour le partager avec l'assistance. En industrie, on investit 20 à 30% de capitaux pour, je dirais, non productifs. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais sous le nom de ça, c'est quand même énorme. Je veux dire, ça fait partie des éléments. Deuxième point, je n'ai pas la réponse exacte. Ce que je constate, c'est qu'en France, quand on a abordé ce sujet-là, qui s'appelle les surtranspositions, la simplification administrative, j'ai participé au dernier rapport du député Kasbarian, j'étais dans la mission sur le sujet, ça a donné une nouvelle loi. On simplifie des lois avec des lois. Je suis absolument convaincu, mais si vous avez une expérience en entreprise, c'est pas par des instructions qu'on fait bouger un collectif. Il y a une question de changement culturel profond. Premier élément, qui est vraiment macro, c'est que quand même on considérait que l'industrie s'était terminée en France, et donc aller la pénaliser avec des règlements, ou aller la pénaliser avec de la fiscalité de production, c'était pas grave, de toute façon elle allait mourir. C'était pas notre récit. Donc ça, je pense que c'est un premier cadre idéologique qui était très fort. Le deuxième, et je fais partie de la fonction publique, j'ai passé une partie importante de ma vie et je suis empreint du sens de l'intérêt général, donc c'est que je crois que notre fonction publique a besoin d'être réformée dans sa façon de fonctionner. Nos fonctionnaires fonctionnent sur le mode contrôle-sanction, avec en dérivé ce que vous dites, c'est-à-dire j'applique, et pour exister, j'ai besoin d'avoir contrôle-sanction, donc dès que j'ai, je dirais un peu pernicieusement, dès que j'ai la possibilité de créer plus de contrôle, je renchéris mon pouvoir par ça. J'aimerais bien qu'on ait une fonction publique qui soit en accompagnatrice de projet. Je me souviens quand j'ai construit une usine en Roumanie, c'était en transition entre les anciennes lois communistes et les nouvelles lois européennes. Je devais construire un flot d'une usine de verre. La législation appliquée à ce site-là n'existait pas. Elle n'existait pas, donc je n'avais pas la case administrative pour faire entrer mon investissement. C'est un fonctionnaire qui est venu me voir
en disant, vous savez, vos émissions, vous passerez jamais avec ce texte-là, mais il y a un vieux texte communiste qui permet de mesurer vos émissions de telle façon, et donc comme ça, vous allez pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'on a triché avec les règles? Non, de manière à la lettre. Dans l'esprit, après ils ont mis une liste. Le fonctionnaire a ce rôle d'accompagner les projets, de les développer. On n'a pas cette culture-là en France. Voilà. Et après, votre témoignage, je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Ouais, merci pour nos échanges. Olivier, encore merci pour cette intervention. Et puis on vous retrouvera tout à l'heure.